l'enjeu le plus compliqué, c'est comment arriver à faire développer ces deux modèles économiques qui sont à la fois le modèle gratuit et payant, et d'arriver à les faire croître les deux en même temps. À la fois la pub, modèle d'audience, avoir l'audience la plus large, l'inventaire publicitaire le plus large possible, tout en proposant également une offre d'abonnement, voilà, sur des contenus qui sont quand même assez proches, même si on essaie de les différencier au maximum, sur des plateformes qui sont les mêmes. Voilà, toujours un peu sur un fil d'équilibre pour essayer de faire progresser ces deux business en même temps. Bonjour, je suis Laurent Kretz et vous allez écouter Le Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes d'acteurs du commerce en ligne. Mon objectif avec Le Panier, c'est de vous faire gagner du temps en allant chercher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser, surtout dans la vente en ligne. Acquisition, plateforme, paywall, stack technique, transformation, digital, point de vente, on abordera ici tous les sujets du e-commerce. Quand je n'anime pas Le Panier, je suis aussi le cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Ce que j'aime, c'est accompagner nos clients dans leur stratégie digitale pour qu'ils gagnent en visibilité, en singularité, en efficacité. Chez Cosa Vostra, on met aussi les mains dans le cambouis et on crée nos propres startups afin de mieux maîtriser les problématiques de nos clients. Nous adorons les défis et serions ravis de relever les vôtres. Contactez-nous sur lepanier@cosavostra.com ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, on n'a encore jamais abordé ici et c'est pourtant un secteur où les pratiques et les innovations commerciales sont critiques. Dans les médias aussi, on parle de e-commerce, tunnel d'achat, plateforme de paiement, offre promotionnelle freemium, achat d'articles à l'unité ou en pack, churn, friction, les enjeux sont les mêmes. Les marques, elles, doivent se raconter à leurs audiences pour les emmener vers une vente. Les médias, eux, racontent des histoires, souvent derrière des paywalls. Chez Cosa Vostra, on bosse très souvent dans ce secteur, de l'humanité à Tétu, en passant par Témoignage Chrétien ou BFM TV, on fait vraiment le grand écart sur les médias. Et aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Emmanuel Alix. Salut Emmanuel. Salut Laurent. Emmanuel est le directeur du pôle numérique de l'Équipe, où il travaille depuis plus de 10 ans. L'Équipe est pionnier dans beaucoup de domaines et bénéficie d'une position dominante sur son marché. Dans le digital, ils innovent énormément et très fréquemment, sans vouloir enfoncer de porte ouverte le papier dans les médias à la vie dure à l'ère du digital, même si à l'Équipe, il reste fort, parce que tu me disais tout à l'heure que vous êtes le premier papier distribué en kiosque. Oui, tout à fait. C'est le premier journal vendu en kiosque, largement devant les autres. Voilà. On a encore une diffusion qui est importante, mais évidemment qui est chaque année structurellement en baisse, un peu comme tous nos petits camarades. Diffusion, c'est combien ? La diffusion, c'est 230 000 exemplaires, dont on n'est pas loin des 50% en numérique. Donc on en a 130 000 vendus en kiosque chaque jour. Donc 130 000 en kiosque chaque jour. Chaque jour. Et l'autre moitié en numérique, avec sur nos supports à nous, sur les supports de l'Équipe, mais également sur les kiosques type SFR Presse. Donc ce qui compte dans l'exemplaire numérique, c'est un PDF, c'est ça ? Tout à fait. Que je dois télécharger, quelle que soit la plateforme que j'utilise. Et ce calcul est fait principalement pour la publicité, pour que les pages de pub puissent se calculer en fonction de la diffusion. Comparer des pommes avec des pommes pour tous les acteurs, pour tous les médias. Tout à fait, exactement. Okay. Je suis pas le plus branché sport de mes associés, donc je risque de poser des questions parfois un peu candides, mais au moins on sera sur la même longueur d'onde. Mon objectif pour vous, chers auditeurs, c'est de creuser en détail les techniques qui permettent à l'Équipe, grâce à Emmanuel entre autres, de cartonner en e-commerce. On va parler paywall, distribution, levier d'acquisition. Ça date de quand le digital à l'Équipe ? Ça date de 2000. Ça s'est lancé en 2000 pendant l'Euro 2000 où la France a gagné 2 ans après la Coupe du Monde 98. L'Équipe était assez en retard sur le sujet. Il y avait pas mal de sites qui s'étaient déjà lancés. Je crois que Le Monde s'est lancé en 96 ou 97. Enfin voilà, il y avait beaucoup de médias s'étaient lancés. Il y avait une certaine frilosité à l'Équipe qui a duré longtemps. Voilà, il s'est lancé le 9 juin 2000. Pour te donner un exemple, moi je suis arrivé en 2008. Je crois que jusqu'en 2011, à chaque comité d'entreprise, il était demandé jusqu'à quand à partir de quand le site internet allait s'arrêter, source principale des mauvaises ventes du journal. D'accord. Papier. Il y avait déjà de l'abonnement ? Il n'y avait pas d'abonnement, il y avait un petit peu de vente de juste le PDF, on pouvait acheter des jetons et on pouvait consommer son PDF jeton quand on le voulait. C'était pas de l'abonnement, mais tu pouvais acheter quand même ton journal. Vous étiez déjà et encore fort sur le papier à l'époque ? Oui, on était très fort. Le pic de vente papier de l'Équipe, c'est en 2000. C'est en 2000 avec évidemment une actualité sportive très riche à l'époque, les victoires de la France en 98, puis la victoire à l'Euro 2000. Donc voilà, à l'époque, je crois que c'était pas loin de 400 000 exemplaires vendus chaque jour du journal.
Donc 400 000 exemplaires. On est à 130 000 aujourd'hui en kiosque, papier. parce qu'évidemment, c'était qu'en papier. Évidemment. Voilà, donc ouais, ça s'est fait assez tard, et puis après, on est très vite devenu leader de l'information sportive sur Internet. C'est intéressant déjà ce qu'on dit là, parce que vous êtes victime ou gagnant, enfin vous êtes dépendant des événements sportifs. Quand c'est morose, est-ce que les ventes baissent? Oui, c'est vraiment, c'est très lié. Alors on y travaille tout le temps pour essayer de dépasser ça. Ce qui est évident, c'est que la Coupe du Monde en 2018, France est vainqueur. On a fait pas le record de vente, parce que ça datait de 98, mais on vend encore 1,2 million d'exemplaires le lendemain de la finale. Ce qui reste évidemment massif, parce que évidemment les Français ont une relation assez charnelle avec l'équipe. L'équipe, c'est le journal de leur grande histoire, de leurs plus grandes émotions, de ce qu'ils ont préféré quand on aime le sport. Et donc évidemment, quand il y a un événement comme ça, ils continuent à aller en kiosque, quoi. Ça reste encore une force. 1,2 million le lendemain de... Oui. Alors on n'est pas très digital là, mais ça se prépare longtemps à l'avance, j'imagine. Faut être prêt à imprimer 1,5 million, 1,2 million d'exemplaires. C'est 10 fois plus que la distribution quotidienne, que la distribution habituelle, pardon. Oui, évidemment, ça se prépare, mais ça se prépare vraiment 5 jours avant, parce que on le sait pas. On sait qu'au tour précédent, à la demi-finale, si la France est victorieuse. Ouais. Donc on le prépare, mais bon, il y a des systèmes d'imprimerie, de distribution qui sont prêts à faire ça. Donc. Ok. Mais voilà, donc c'est. Donc tu parlais de l'Euro, il y a le mondial tous les 2 ans, il y a les tous les 4 ans, ouais. Enfin il y a une grande coupe. Oui, il y a une grande compétition tous les 2 ans, t'as raison. Ouais, le plus les JO. Oui, plus les JO, plus après le parcours de club français en Coupe d'Europe, très important, la Ligue des Champions. Okay. Parce que peut faire le PSG ou Lyon ou Lille cette année aura une influence sur notre deuxième partie de saison, c'est-à-dire plutôt au printemps. En fonction de leurs résultats, ça peut avoir une incidence forte. Pour te donner un exemple, l'année dernière, le PSG s'est fait éliminer tout début mars par Manchester, un drame pour tous les supporters de football et principalement parisiens. Du coup, un drame pour vous aussi. Enfin, pas un drame. Du coup, un vrai ralentissement notamment sur la partie abonnement. Audience également, mais principalement abonnement, un vrai ralentissement des prises d'abonnement à partir de cette période-là. Les gros bassins d'audience correspondent aux gros clubs de Ligue 1. Oui, tout à fait. Évidemment. Hein. Ah oui, gros club de Ligue 1, et après il y a évidemment Saint-Étienne, un grand club de Ligue 1, un grand club historique. Voilà, Marseille évidemment, Lyon, Nantes, Bordeaux, les grandes villes. C'est intéressant. J'y avais jamais réfléchi, mais du coup il y a d'une part une saisonnalité et en plus cet aléa des matchs. Tout à fait. Marseille, qui est un très grand club français, des mauvais résultats depuis plusieurs années. On préférait qu'ils aient des bons résultats, ça nous aiderait à vendre. Les rédactions sont unifiées ? Oui, complètement unifiées. Et je précise sur le complètement parce que c'est pas le cas de beaucoup de médias, en réalité. Et ça, nous, c'est récent depuis le mois de janvier dernier, pardon. Où vraiment, janvier 2019, ça fait un an. Janvier 2018. Janvier 2019, pardon. Ouais, excuse-moi, ça va faire un an. Dans les dates. Ça va faire un an où réellement, un journaliste travaille de manière complètement, on va dire pour lui, et quand il part en reportage, il envoie un papier. Et il sait pas toujours si c'est pour le papier ou pour le numérique. Ça veut dire que lui, il rédige quelque chose qui peut être polymorphe en fait, et que derrière il y a un passage pour adapter le contenu. Après, il y a un éditeur qui va décider de l'éditer pour le numérique, et après d'en faire une copie pour le print et de le rééditer pour que ça rentre dans les colonnes du journal. C'est dans cet ordre-là ? Numérique, ça dépend. Print, ça dépend. On peut, par exemple, un soir de bouclage, un soir de Ligue 1 le samedi soir, où en gros il y a 75% du journal qui est fait entre 22h30 et minuit, il va d'abord commencer par le journal pour garantir la sortie des pages, et après il le déclinera en numérique. D'accord. Et du coup, on peut trouver, il y a eu cette mode à un moment des médias qui publiaient les mêmes histoires, mais sous des formes différentes à différents endroits, là où leur étaient leurs audiences. Je pense à Partage Social Club de l'Humanité qu'on a monté, mais il y en a plein d'autres. Vous faites pareil ? C'est-à-dire qu'une même histoire va prendre différentes formes et... Tout à fait, elle peut prendre différentes formes, une forme numérique avec de l'enrichissement numérique, avec de la data, des graphiques, etc. Sur le site. Elle peut prendre aussi une forme sur Snapchat, où on a un compte Discover, dans lequel on va raconter dans un écran, dans une boucle vidéo de 10 secondes, une histoire qu'on peut retrouver après dans le journal le lendemain avec sa particularité. Ok. Ouais, tout à fait. C'est quoi ton rôle à l'équipe ? Mon rôle, c'est de développer les activités numériques et d'essayer de développer le PNL des activités numériques, donc la marge que le numérique peut générer pour le groupe L'équipe. Vous avez combien de destinations, combien de sites ? Alors, on a principalement L'équipe, c'est vraiment le vaisseau amiral. Le vaisseau amiral, et on a également France Football, qui est un hebdomadaire de foot,
Voilà, mais qui reste, à côté, c'est vraiment... En termes d'audience, on parle de quoi? 95, 99? Ah ouais, c'est en visiteur unique mensuel, on a 15 millions sur l'équipe, on en a 800 000 sur France Football. Donc. 15 millions sur l'équipe, 800 000 sur France Football. Oui, ce qui fait quand même un 15e, ça fait 7%, c'est voilà, pas... C'est, ok. voilà, et c'est une marque, on va dire... Récente? Non, une marque très ancienne, mais Okay. un peu en difficulté, comme toute la presse magazine. Créée par l'équipe ou que vous avez racheté? Écoute, l'histoire, je me souviens plus. Je crois que c'était, même historiquement, c'était le journal de la Fédération française de football. Est-ce que ça avait été créé avec nous? Est-ce qu'on l'a racheté plus tard? J'ai plus l'histoire en tête. Mais cette marque est très connue parce que c'est elle qui organise le Ballon d'Or. Donc le titre du meilleur joueur du monde qui est remis chaque année. D'accord. Donc voilà, donc c'est une marque très connue et qui a encore des accès auprès des joueurs et des clubs très importante parce qu'elle organise le Ballon d'Or. Et une rédaction indépendante? Oui. Ok, entendu. Combien ça coûte l'équipe? Ça nous permettra de alors cadrer un peu pour la suite. Alors en kiosque, ça coûte entre 1,70 et 2,50 en fonction des jours. Voilà, le week-end c'est plus cher, le dimanche c'est plus cher, le samedi il y a un magazine, donc ça coûte 2,50 €. Ben voilà, c'est entre 1,70 et 2,50 et en numérique c'est 9,99 par mois, c'est à l'abonnement ou 99 centimes si on achète le journal à l'acte. Le PDF. Le PDF. Toujours le PDF. Tu m'as dit 9,99. 9,99, c'est l'offre d'abonnement dans lequel on a le PDF, les articles en mode web et un certain nombre de contenus supplémentaires. Et après, il y a le PDF qu'on peut acheter occasionnellement. Et du coup, je peux le consommer où? L'équipe? Alors, tu peux le consommer, le journal L'équipe, donc évidemment sur nos supports, sites, applications, etc., mais également sur SFR Press, donc le kiosque des SFR, et sur quelques autres kiosques plus petits. Voilà, notamment, il y a eu Press Reader à un moment. Sur le kiosque, on le propose pas parce que c'est nos autres titres qu'on a mis sur le kiosque pour des raisons business, mais voilà, c'est principalement SFR le gros kiosque pour nous. Ok. Quels sont tes enjeux du coup en tant que directeur du pôle numérique? Sans doute l'enjeu le plus compliqué, c'est comment arriver à faire développer ces deux modèles économiques qui sont à la fois le modèle gratuit et payant, et d'arriver à les faire croître les deux en même temps. À la fois la pub, modèle d'audience, avoir l'audience la plus large, l'inventaire publicitaire le plus large possible, tout en proposant également une offre d'abonnement. Voilà, sur des contenus qui sont quand même assez proches, même si on essaie de les différencier au maximum, sur des plateformes qui sont les mêmes. Voilà, toujours un peu sur un fil d'équilibre pour essayer de faire progresser ces deux business en même temps. Donc le gratuit normalement permet de faire venir du trafic que vous essayez de transformer. Tout à fait. On y viendra ensuite, Ouais. mais en abonnés. Ouais. Mais vous le monétisez quand même, ce gratuit avec Oui, de la bien sûr, pub. bien sûr. Ouais. Sur le site ou sur les réseaux sociaux, Principalement sur le site et l'application. Nous, alors, on a une particularité, c'est qu'on est très fort en mobile. On a quasiment 80% de notre audience qui consomme nos contenus sur mobile. Tu m'as dit 15 millions tout à l'heure d'utilisateurs. Il y en a 10 millions sur mobile et 3 millions sur la tablette et il t'en reste 3-4 sur le desktop, quoi. Voilà. Attends, tu m'as dit 10 millions mobile, Oui. 3 millions tablettes Et 4 millions desktop. et 4 millions Donc desktop. dédupliqués, tous ces gens-là dédupliqués, ça fait à peu près 15 millions par mois. Donc voilà, donc le mobile est très majoritairement notre média principal et notamment sur les applications, on est le premier média de manière très forte et on a 3 millions pour quelques chiffres, 3 millions de visiteurs uniques jour qui consomment un de nos supports numériques mobiles. Sur vos entités. Tout à fait, là je parle que de l'équipe, hein. Vraiment c'est que chez Mais nous. sans parler des réseaux sociaux. Tu me Oui, disais, oui, ah, oui, non, Discover, évidemment, sans Ok. parler des réseaux sociaux, sans parler de Snap, etc. Tout à fait. Ok. 10 millions sur mobile, hein, c'est énorme. Et combien qu'on a installé l'app? Alors l'installation, j'ai pas envie de te donner le chiffre est pas très intéressant. Enfin, c'est plutôt le ratio. Ce qui est intéressant, c'est que chaque jour, il y en a 1,5 million qui consomment nos applications. Donc en gros 800 000 et 700 000 entre Android et iOS. Ah, c'est moitié. Ouais, maintenant c'est vraiment assez équilibré. Tu m'as dit 1,5 million. Donc ça veut dire que les 1,5 million, il y en a quasiment 800 000 qui vont sur le site mobile chaque jour. Ok. Et après le reste, c'est du desktop principalement. D'accord. Donc voilà, donc on est très mobile, ce qui est quand même une particularité. Même si tous les médias sont très mobiles, nous on est vraiment particulièrement mobile. Particulièrement plus. Oui. Ok. Il y a du. Alors, je l'ai dit en intro, vous avez une position dominante, mais il y a quand même du monde sur ce secteur. Ouais, on est évidemment le leader de l'info sportive. Vous êtes le plus vieux? Oui. Ok. Ah oui, très largement. Date de création, juste. Alors, date de création, pour pas dire de bêtises, de l'équipe, c'est 1946. Voilà, de l'équipe. Mais avant, ça a repris un titre qui s'appelait Lotto.
qui date de 1902 ou 1903. Auto comme automobile. Oui. Ok. Pendant très longtemps, l'équipe a été le journal du sport et de l'automobile. Ok. Voilà. Et c'est après-guerre, voilà, il y avait besoin de changer de nom et relancer le titre, et donc ça s'est appelé l'équipe. Voilà, donc oui, évidemment, l'automobile a été pendant très longtemps un élément très important à l'équipe. Donc position dominante, mais il y a du monde. Mais il y a du monde, voilà, il y a du monde notamment en numérique. Il y a eu pendant longtemps Eurosport qui a été un vrai concurrent, qui aujourd'hui a une autre stratégie plutôt depuis qu'ils ont été rachetés par Discovery. En plus orienté autour de offre payante, donc sur le gratuit, voilà, c'est moins concurrent. Voilà, c'est le premier concurrent en termes d'audience. Ils sont à 5 millions de visiteurs uniques par mois, alors que nous on est à 15. Et il y en a un qui perce vraiment aujourd'hui, c'est RMC Sport, producteur d'infos comme nous, qui produit de l'info. Globalement, les autres vont globalement relayer ce que nous on peut produire. Globalement, toutes les rédacs sport, tous les matins, ce qu'ils font, c'est prendre l'équipe ou d'aller sur le site de l'équipe pour regarder ce qu'on fait et ressortir les infos. Donc RMC Sport est une rédac qui produit de l'info également, qui va chercher de l'info. Et voilà. Et donc depuis 1 an et demi, ils ont acheté les droits de la Ligue des Champions pour leur chaîne. Et donc voilà, ils commencent à avoir du contenu, ils commencent à avoir une rédac fournie, donc ça devient un vrai concurrent. Ils sont aussi autour de 5 millions de visiteurs uniques aujourd'hui. Voilà. Et après, tous les médias avec l'avantage de la vidéo. Avec l'avantage de la vidéo et avec l'avantage de droits premium vidéo, très fort. Okay. Voilà. Et après, évidemment, tous les autres médias font du sport. France Info fait très bien du sport. Le Figaro a sa verticale Sport 24. Voilà. Tout le monde fait du sport, mais, voilà, sur la partie payante, ce que tu me disais, oui, la vidéo, c'est notre concurrent. C'est Canal avec son offre autour de la Ligue 1, autour du rugby. C'est RMC avec la Ligue des Champions ou c'est beIN Sport avec leur offre de sport très largement. Alors, tu me le disais en intro et je trouvais ça intéressant, mais l'équipe, c'est pas la première, c'est pas le premier paiement que je vais faire en sport. Tu me disais c'est qu'un fan de sport, il va lire l'équipe parce qu'il sait que le soir il va suivre le match, soit dans le stade, soit dans la télé avec ses copains, ou que le lendemain il l'a vu la veille et il a envie de savoir comment on le raconte, ce qui s'est passé, comment l'équipe note les joueurs, etc. Donc il y a quand même un lien très fort entre la consommation de l'équipe et une diffusion à l'antenne. Pour te donner un exemple, nous on a vu une baisse de consommation, une baisse d'intérêt pour certaines compétitions qui étaient sur des chaînes avec beaucoup d'abonnés. Par exemple les premières années de beIN Sport, où ils ont eu, je crois que ça devait être la première ligue, le championnat anglais. Quand ils ont acquis ces droits-là, ils n'avaient pas d'abonnés tout de suite, ils n'avaient pas les 4, 5, 6 millions d'abonnés que pouvait avoir Canal, l'ancien détenteur de droits. Ils étaient peut-être la première année à 1 million d'abonnés, mais on a vu une baisse d'intérêt chez nous, de lecture des contenus autour de cette compétition-là. Donc pour nous, c'est très important le lien entre nous et les détenteurs de droits des chaînes payantes. La Ligue des Champions qui est partie sur RMC, où ils ont connu des premiers, je sais pas si tu te souviens, des premiers matchs un peu difficiles, notamment techniquement. Où beaucoup de gens avaient eu du mal à avoir accès aux matchs, etc., avec une audience qui était chez Canal avant de 2 millions de téléspectateurs, ils passaient à une audience de 600 000 téléspectateurs. On a eu une inquiétude sur l'intérêt que cette compétition, alors c'est la compétition reine, donc c'est moindre, mais voilà, pour nous c'est un enjeu très important. Vous êtes hyper dépendant, c'est dingue. Ouais, bien sûr. Saisonnalité, morosité. Tout à fait, ambiance en général, tout à fait. Mais les abonnements télé, c'est quand même dingue. Ouais, bien sûr. Et le fait qu'il y ait de plus en plus de sport sur des chaînes payantes, et de moins en moins sur des chaînes gratuites, peut avoir un petit effet chez nous. A contrario, on a également une chaîne de télé, qui est une chaîne de télé gratuite. Donc là-dessus, on peut distribuer sur la TNT. Ouais, qui est sur le canal 21 et voilà, qui est du coup avec une propre production. Ouais, et avec des achats de droits, mais sur des droits de niveau 2 plus ou 3. Accessible. Voilà, nos grands droits, c'est le Tour d'Italie en cyclisme, c'est beaucoup de cyclisme, c'est le biathlon, voilà, ça marche bien. Hein. C'est une chaîne qui progresse bien, voilà. Mais voilà, donc si jamais il y a des droits qui vont sur des chaînes payantes, voilà, on peut nous un peu, ça peut avoir une influence chez nous. Pour revenir à ce qu'on disait là sur l'ordre des, on va dire, priorité des abonnements, tu connais la part de vos abonnés qui sont aussi abonnés à des chaînes payantes? Ouais, alors c'est une étude qui date d'il y a 2 ou 3 ans, mais c'était près de 75% de nos abonnés qui consommaient au moins une des chaînes payantes. Donc 3 abonnés sur 4 voilà, à l'équipe. Voilà, tout à fait. On n'a pas donné les chiffres, est-ce qu'on peut les donner, pardon? Vous avez combien d'abonnés? Aujourd'hui, on a 250 000 abonnés numériques. Sur une quinzaine de millions de VU, oui, c'est ça? Tout à fait. Ok. Ça fait un 6e, ok. Et donc, sur ces 250 000 abonnés, les 3/4 sont déjà abonnés à une chaîne... Ouais, c'était il y a 2-3 ans, c'est peut-être un peu différent maintenant, parce que l'offre est un peu plus éclatée. Maintenant, il y a un 3e acteur, RMC Sport, il y a prochainement, il y a un nouvel acteur qui va rentrer sur la Ligue 1. Donc ça sera peut-être pas exactement la même chose, mais voilà, ça, oui, bien sûr, c'est nos fans et les gens qui nous consomment, c'est des gens qui regardent le sport
C'est des gens qui... Mais du coup, c'est une opportunité pour vous. C'est-à-dire qu'on peut faire un partenariat avec Canal, avec Bing, avec je sais pas qui, pour vendre l'équipe en... Bah voilà, nous aujourd'hui, on a une particularité sur l'abonnement numérique, c'est qu'on a une partie de nos abonnements qui sont vendus par des tiers, et notamment par Canal. Canal propose et vend notre abonnement, soit en inclusion à ses abonnés les plus fidèles, ou en tout cas à ceux qui payent le plus cher, soit vend notre abonnement 9,99 on va dire en upsell à certains de ses abonnés en disant bah tu regardes le match chez nous, va lire les analyses sur l'équipe. Avec un partage de revenus. Et avec un partage de revenus avec eux. Ok. Et ça c'est une de nos particularités dans le marché de la presse et de l'abonnement presse. Voilà, on est un peu les seuls à faire ça et on le fait également avec Bouygues Télécom. Ça c'est un peu plus classique, des accords avec les telcos, mais voilà, Canal c'est vraiment ça, c'est la synergie entre leurs droits et nous, notre analyse. Ça date de quand ? Canal, ça date d'il y a 1 an. C'est notre 2e saison avec eux. Ça marche bien. Ouais, ça marche très bien. Tu peux donner des chiffres ou ça reste... Non, ça reste confidentiel, mais non, ça marche vraiment bien et on le voit, dès qu'il y a un match fort, là, il y a eu le Classico PSG-OM. Ça génère des abonnements chez eux et donc en deuxième vague des abonnements chez vous ? En tout cas, nous, ce qu'on voit chez eux, je sais pas si ça en génère, sûrement, mais ça, j'ai pas les chiffres, mais chez nous, eux, ils en font la promotion, ils disent, cher abonné, tu as vécu le match PSG-OM sur notre antenne et demain, si tu veux lire le journal, abonne-toi à l'équipe. Et ça marche très bien. Ok. Et ils ont une force commerciale qui est très forte. Et du coup, donc ça, c'est un des leviers, un des canaux pour acquérir des nouveaux abonnés. Quels sont les autres ? Alors, on reviendra sur le gratuit et comment t'en bases. Bien sûr. Après, mais en termes de distribution, est-ce qu'il y a d'autres... Alors, en termes de distribution, non, c'est chez nous, sur nos supports et avec des acteurs comme Bouygues ou Canal. C'est vraiment les 2 axes principaux. Ok. 15 millions de VU jour, c'est énormément de data. Non, 15 millions de VU mensuels, 3 millions de VU jour. 3 millions de VU jour, pardon, 15 millions mensuels. Ouais, je te l'accorde. Ça vous placerait dans le top. Ouais. Et non, ça génère énormément de data. Ouais. C'est important chez vous et qu'est-ce que tu peux m'en dire ? Comment est-ce que vous la traitez et comment est-ce que vous en servez ? C'est très important, même si bon, il y a évidemment toutes les données d'analytics, etc. Mais depuis, on va dire 2 ans, on a vraiment mis ça de manière vraiment au cœur de notre projet, notamment avec la rédaction, parce que la question c'est les contenus, c'est comment on fait le meilleur contenu qui paie le plus à nos lecteurs, soit gratuit, soit payant, mais c'est vraiment ça le cœur. Donc on a tout remis à plat, on a pris toutes les sources de données qu'on pouvait avoir, notamment les données d'analytics, mais également les données de push, on y reviendra, les données de mailing, les données d'abonnement, les données, tout ce qu'on a pu, on l'a mis dans une base commune. Faites maison ou il y a fait maison avec okay. Avec nos amis de Google, voilà. Et aujourd'hui, il y a déjà eu une étape très forte de tableau de bord pour que chaque équipe métier, que ce soit le marketing produit, marketing acquisition, la fidélisation, la rédaction, etc., ait son tableau de bord pour piloter son activité. Donc ça, c'est quelque chose d'assez nouveau, notamment pour les journalistes. Ça a été un vrai changement. C'est que, pour donner un exemple, il y a 2 conférences de rédaction chaque jour à l'équipe. Une le matin à 9h30, une à 14h30. Aujourd'hui, le matin à 9h30, je pense qu'il y a autant de gens des équipes, on va dire, marketing que de la rédaction qui est là, où ils vont donner les chiffres. De la veille. De la veille. Okay. Ouais, ou de la veille, ou des prévisions qu'on peut avoir sur certains sujets, de certains matchs qui peuvent arriver. Proposer à la rédaction de poursuivre un sujet qui a très bien marché, soit en acquisition d'abonnés, soit en audience. Voilà, de tirer le fil en disant, là, on pense que si on peut faire du rebond sur ce sujet-là, on n'a pas encore tout épuisé, donc on peut continuer, etc. Et donc ça, c'est vraiment tout ce travail autour de la donnée qui nous permet d'avancer et qui aujourd'hui, le journaliste nous demande, il va regarder et de temps en temps veut avoir même encore plus de détails sur combien mon article a fait d'abonnements, quel a été le nombre de vues de mon article, combien de fois il a été partagé, etc., etc. Vous connaissez le nombre d'abonnés par article ? Oui, tout à fait. Ouais. Chaque article, on mesure la prise d'abonnement depuis cet article-là. Les rédacteurs sont pas incentivés sur le... Non, pas encore. Non, mais c'est intéressant. Du coup, ça vous permet vraiment de connaître le tunnel. J'imagine de faire ressortir des tendances sur des mots-clés ou sur des... Tout à fait, ouais, que vraiment sur certaines compétitions, on s'attendait pas, qu'on pensait pas que ça ferait autant de résultats. Voilà, ce qui nous permet aussi d'un peu orienter et de dire, je pense que là, en fait, il y a une vraie appétence. Je vais prendre un exemple, la boxe, qui est un truc qu'on traitait, qui était plutôt en perte de vitesse, qui revient beaucoup avec des grands combats, avec des très grands boxeurs. On se dit, là, faut qu'on en fasse un focus particulier, et c'est la data qui nous l'amène. Donc, il y a ce sujet-là ça a été 2 ans de remise à plat, de fourniture d'outils aux journalistes, au marketing produit, enfin, un peu à tout le monde, qui porte vraiment ses fruits aujourd'hui, et qu'on va poursuivre là dans une phase plus de personnalisation.
par rapport à l'utilisateur. J'essaie de faire un parallèle avec un site e-commerce classique, mais en gros, c'est ta description. Parce que toi, tu racontes une histoire comme on pourrait raconter une histoire autour d'un produit, et vous êtes capable de quantifier, même qualifier comment l'histoire va marcher, enfin, disons l'efficacité qu'elle va avoir sur un abonnement et un acte d'achat derrière. Ouais, tout à fait. Vous traquez les utilisateurs avec quel type d'outils? Je dis traquer, pardon, c'est moche, mais non, mais c'est assez en classique. fait, c'est quel CRM? Pour toute la data sur leurs usages, c'est avec AT Internet, outil d'analytics, ça c'est classique. Ouais. Et après, on a un outil qui s'appelle Vue Client, là, qui est de Quintessence, voilà, qui est une boîte qui a été rachetée par quelques mois par Webedia, voilà, qui nous permet après de faire des segments et de pouvoir proposer des choses, qui est branché sur notre outil d'emailing qui est Selligent, et voilà, qui nous permet après de faire des offres et de pousser du contenu à ces utilisateurs-là sur la partie CRM. Vous avez beaucoup d'emails? Non, pas beaucoup. Vous le travaillez pas? Non, pas assez. Non, on en a pas beaucoup, parce qu'on a on en a plusieurs millions en base, mais à la rigueur c'est pas ça qui est intéressant. Nous, ce qu'on regarde, c'est le nombre d'utilisateurs logués qu'on a sur nos supports qui viennent régulièrement. On en a 500 000, donc tu vois, on regarde des 15 millions. Donc il y a un accès en fait logué gratuit et logué payant, c'est ça? Oui, il y a 3 niveaux de oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Anonyme, logué gratuit, logué payant. Ouais. On est d'accord. Okay. Voilà. Et donc il y a tout un enjeu sur comment on a beaucoup plus d'utilisateurs logués. Aujourd'hui, on en a pas mal sur les applications parce qu'on a un service qui marche bien, c'est de pouvoir t'abonner à des alertes, à des push notifs de ton club ou de ton joueur favori. Donc ça, il faut se créer un compte gratuit pour pouvoir recevoir toutes les news sur le PSG, toutes les news sur Rafael Nadal. Voilà, donc ça nous permet d'avoir 20% d'utilisateurs d'app, notamment iOS où ça marche mieux que sur Android, qui s'abonnent à des notifications. Mais on pourrait avoir l'équivalent en email. On pourrait avoir l'équivalent en email. Sauf que tu as plus d'abonnés à des notifications qu'à des emails sur des alertes. Ah oui, très très largement. Mais comment tu l'expliques ça? C'est pratique la notification. Je pense que c'est dans l'usage, parce que dans l'email, je prends le cas du PSG, je sais pas, il y a peut-être, je vais dire un chiffre 10 news produites par jour. Bon, si tu reçois 10 emails, je pense pas que ça soit c'est pas le meilleur canal pour de l'information chaude. La notification, c'est de l'information chaude vraiment instantanée qui une heure après peut avoir de sens. Qui est déjà froid et qui est déjà obsolète, quoi. Tout à fait. Donc non, le push notif, pour nous, est aujourd'hui un canal qu'on a beaucoup plus travaillé un peu au détriment du mail, ce qui, sans doute, on aurait dû mieux équilibrer tout ça, mais voilà, c'est une évidence, en fait. Voilà. Et donc le push aujourd'hui est un élément très important. Donc là, on revient dans l'univers applicatif. On a 3,5 millions d'abonnés à nos push, donc qui ont fait le choix de recevoir nos informations. Donc nos informations, c'est ce qu'on appelle le push urgent, l'information générale. Donc l'équipe de France a battu l'Albanie 2-0. Voilà, ça c'est nos 3,5 millions qui reçoivent cette information-là dès la fin du match. Et après, chacun peut, s'il le souhaite, s'abonner, on va dire, à tous les tags que l'équipe peut proposer. Donc ça va une compétition, un sport, un club, un joueur. Un mot-clé qui peut être, je sais pas, le dopage, ça peut être un sujet si tu veux. Mais toutes les informations sur le dopage. Alerte par mot-clé, quoi. Voilà, par tous les mots-clés que la rédaction peut saisir. Ok. Ça fait combien de notifications par mois, ça? J'ai pas le chiffre. Vous utilisez quel outil pour On utilise Wonderpush. Ok. Mais c'est 3,5 millions pour l'information générale, donc je sais pas, des milliards de push par an. Ouais, j'imagine. Ouais. Voilà. Wonderpush. Ouais, Wonderpush. Vous en avez testé d'autres? Avant, on avait une solution maison. C'est dur le push, hein. J'en ai fait dans une vie antérieure. Ouais. Avant, on avait une solution maison qui fonctionnait, mais il n'y avait aucune segmentation. Donc voilà, donc non, on est assez content de cette solution. C'est une boîte assez techno, française. Ouais, française, petite boîte. Non, ça se passe plutôt bien. On était son premier gros client et ça a permis de faire pas mal de choses avec eux intéressantes. C'est cool. Du coup, c'était l'un des sujets que je voulais aborder. Ouais. On pourra revenir éventuellement sur la data après, mais donc les apps, c'est hyper important pour vous. Ouais. Vous êtes aussi assez leader on vous utilise souvent nous dans notre quotidien comme exemple sur la partie Progressive Web App. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est une techno qu'on a développée en juillet 2017. Donc en fait, on a refait notre site mobile. Donc là, on est plus dans l'environnement du browsing mobile. Ouais. Sur lequel il y a moins de friction puisqu'il n'y a pas d'install. Sur lequel il y a moins de friction, mais il y a un usage qui est quand même moins adapté pour... si on revient au global, l'équipe a une particularité, c'est qu'il y a, sur l'audience et le trafic, on a 80% d'accès direct. En fait, où les gens choisissent de venir sur l'équipe.
On n'a que 20% de gens qui passent par Google ou par Facebook pour venir chez nous. Donc c'est une particularité. Ça me paraît relativement faible, oui, parce que même pour des destinations très connues, les gens maintenant ont tendance à taper dans Google le nom de la destination sur laquelle ils veulent aller. Par exemple, l'équipe est le premier mot-clé dans la catégorie sport sur Google. Okay. Si on définit que l'équipe est un mot-clé de sport. Mais s'il y a que 20% de nos visites qui viennent de Google et Facebook. Le reste, c'est du direct. Et le reste, c'est du direct, ce qui est une particularité aussi dans le monde des médias où ils sont plus dans un équilibre 50-50 entre un accès direct et voilà. Et donc, pourquoi je disais ça, c'est qu'aujourd'hui, tout notre travail a beaucoup porté sur les apps pendant très longtemps, parce qu'il y avait un téléchargement qui était très fort, un accès direct qui était très fort. Et je pense que jusqu'à il y a 2 ans, en tout cas, il y avait moins le réflexe de j'ouvre mon navigateur mobile comme j'ouvre mon navigateur web, desktop, et je tape directement l'équipe.fr dans la barre d'URL. Donc il y avait moins cet enjeu-là, mais on voyait quand même que Android a quand même beaucoup poussé aussi le browsing, où dès la première page d'accès à son device Android, on peut directement rentrer dans Google, donc être dans un accès browsing. Il y a eu la techno Progressive Web App que Google a essayé de populariser, et qui nous faisait beaucoup de sens parce que c'est entre guillemets le même principe qu'une application, c'est-à-dire je décorrèle le fond de la forme. C'est-à-dire j'ai un flux de contenu que j'envoie dans une coquille qui est téléchargée une fois. Pour l'application, c'est l'ensemble. Et pour la Progressive Web App, c'est ça. C'est premier chargement du site. Je vais mettre en cache de mon navigateur, de mon mobile, la structure du site, tous les éléments qui ne bougeront pas. Et après, je ne mettrai à jour plus que les données de contenu, donc les photos, le texte. Donc, ce qui est beaucoup plus léger, beaucoup plus rapide. Et en plus, j'ai une icône. Et en plus, je peux mettre une icône sur mon écran d'accueil. Je peux consommer du contenu hors connexion, ce qui est une particularité également que seules les applications pouvaient proposer jusque-là. Et globalement, une expérience beaucoup plus meilleure, très nettement améliorée sur une Progressive Web App. Par rapport à du browsing. Par exemple, un swipe entre 2 onglets avec une Progressive Web App, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus adapté à l'usage qu'on peut faire avec nos doigts de nos écrans mobiles. Mais ça marche que sur Android ? Non, ça marche sur tout. Toutes les fonctionnalités marchent sur Chrome. Parce que c'est Google. Chrome sur iOS ou Chrome sur iOS et Chrome sur Android. Okay. Safari, il n'y a pas encore tout. Notamment, il y a certains, on appelle ça le service worker dans les Progressive Web App. Fonctionne pas encore sur mais je crois que même dernièrement, les dernières versions de Safari sont à jour sur ce sujet-là. Parce que Apple traîne des pieds et préfère qu'on fasse des apps? Sans doute. Question candide. Honnêtement, je sais pas. En tout cas, ils ont annoncé où est-ce que c'est fait, où est-ce que ça va être fait, que ça sera bientôt au même niveau. Donc voilà, il y aura pas de différence. Et sur ta Progressive Web App, tu peux t'abonner à des notifs comme tu peux le faire sur une app native. Ouais, tout à fait. Ouais, alors aujourd'hui, nous on le fait que pour certains types de notifs, on le fait pas sur tous parce qu'après on ne sait pas, on a du mal à lier s'il a le même abonnement. Si par exemple je vais prendre un exemple, ce qu'on appelle le push urgent, ça demande pas de création de compte. Donc on ne saura pas analyser si c'est au même device qu'on envoie entre une Progressive Web App et oui, une app. D'accord. Donc voilà, donc on le fait, mais voilà, c'est potentiellement possible. Mais du coup, ça a été un investissement pour vous, la Progressive Web App, parce que vous n'avez pas fait les choses à moitié, elle marche bien. Ça a été un investissement, mais c'est aussi un gain de temps, parce qu'aujourd'hui, les développements qu'on peut faire dans le monde applicatif, avant on développait des flux que pour le monde applicatif. Aujourd'hui, on le développe pour tout. Et là, on va dire la grande nouveauté, là où on a pas mal innové et dont je suis très fier, c'est que cette Progressive Web App, on l'a lancée sur le desktop au mois de juin dernier. Donc aujourd'hui, notre site desktop est une Progressive Web App dans un environnement desktop. Okay. Et ça, c'était une des premières. C'est marrant, le Figaro, 6 mois après nous, vient de lancer exactement la même chose. Mais voilà, nous, on avait lancé sur le mobile et après, on s'est dit, mais en fait, ça fonctionne bien sur le mobile. Comment on peut répliquer ça au monde du desktop? C'est ce qu'on a fait. Donc aujourd'hui, on a exactement le même site, la même application. Un peu notre promesse, quel que soit le device sur lequel tu consommes l'équipe. Globalement, tout est pareil, même ergonomie, même produit, quel que soit le device. Et ça, la Progressive Web App nous a permis aussi de gagner du temps de développement parce que on arrêtait les spécificités. On va faire une spécificité iOS, une spécificité Android. Une époque Android empêchait certaines dispositions de l'application. Donc aujourd'hui, on a la même partout. Et voilà. Quand t'es l'équipe et il y a autant d'aspérité avec ta marque, j'imagine que ça vaut le coup. Mais c'est vrai que pour des plus petites marques ou des sociétés qui se lancent, créer des apps natives iOS et Android, c'est fou, c'est très coûteux, c'est long à mettre à jour. C'est formidable en termes d'expérience, mais après on a également une particularité, c'est que nous dans nos apps natives, on met de la Progressive Web App.
Pour te donner un exemple, les articles tu encapsules de Progressive Web App. Alors c'est un peu technique, mais on est d'accord. Enfin, pour faire simple, une Progressive Web App, c'est comme un site internet, sauf que tu télécharges une partie des éléments que tu n'as plus à retélécharger ensuite, donc c'est plus rapide. Exactement. Donc vous encapsulez. Par exemple, nos articles, c'est la techno Progressive Web App qui sont appelés dans les apps. Donc ce qui permet, par exemple, pour le développement d'un gabarit article, on a le même développement quel que soit le device. Et on n'en fait pas plusieurs. Donc des centaines de millions de notifications, c'est aussi un super terrain, c'est très fertile pour faire de l'acquise. Comment vous en servez ? Alors ça c'est vraiment... Enfin pas de l'acquise, pardon, de la transformation. Ouais, de la transformation, tout à fait, t'as raison. Comment on fait ? Alors déjà on a beaucoup segmenté, on a une offre très forte de segmentation au sein de notre outil Wonderpush. Donc par exemple tous les matins je t'évoquais la conf de rédaction à 9h30. On décide avec la rédaction de ceux qu'on va pusher sur des cibles particulières. Par exemple, t'es fan du FC Nantes, tu vis dans la région de Nantes, on va faire un push sur le contenu qui concerne le FC Nantes ce matin-là à 10h, on va faire un push géolocalisé, c'est un des segments qu'on peut faire, sur la région de Nantes, plutôt un contenu payant pour derrière transformer, et voilà. Donc ça marche très bien. Et ça, vous le faites tous les jours ? Les jours, il y a chaque jour, on publie environ 30 contenus payants, il y en a la moitié qui sont pushés à des cibles particulières. Donc, tu disais tout à l'heure que ton enjeu, c'était de gérer la croissance des deux modèles. Ouais. Donc ce modèle, on est d'accord que c'est faire passer les 250 000 abonnés aux 15 millions de... Ouais, bien sûr, ouais, tout à fait. Ok. Non, c'est comment... Enfin, on a un modèle, c'est comment on fidélise bien notre abonné, on pourra y revenir tout à l'heure, qui est un enjeu très clé, qui est sans doute le plus compliqué aujourd'hui, et un enjeu de transformation de nos lecteurs gratuits. On sait très bien qu'une majorité ne passera jamais payant. Comment c'est ceux qui sont potentiellement, qui achètent le journal de temps en temps, qui sont proches de passer payant, qui sont intéressés par de l'analyse de fond, l'analyse tactique, enfin des choses un peu fortes. Comment ces gens-là, on leur donne envie, on leur donne le goût de s'abonner, de passer à... Voilà. Donc c'est vraiment ça l'enjeu, et le push est un élément vraiment intéressant, notamment avec ce ciblage et cette segmentation, pour aller proposer le bon contenu à la bonne personne, parce que une de nos difficultés, c'est la quantité de contenu qu'on a. En gros, on produit 100 à 150 contenus par jour. Dans quelle proportion ? Pardon, je te laisse terminer ta phrase, mais on peut parler du curseur, j'imagine, payant gratuit. Voilà, alors on a 80% de contenu gratuit, 20% de contenu payant. Donc c'est en gros 30 contenus payants pour 120 contenus gratuits, pour faire simple. Et après, on a une mise en avant qui est de 70-30, 70% de contenu gratuit, 30% de contenu payant. Donc il y a quand même une surreprésentation des contenus payants sur la page d'accueil de nos supports. Voilà, mais la question c'est comment on arrive... T'as dit 70-30. 70% des contenus présentés sur les pages d'accueil des différents supports sont payants. Sont gratuits. Sont gratuits. Ouais, 30% payants. Et 30% après, évidemment, quand tu regardes la hauteur de la page et les contenus mis en avant, le matin c'est plus fort, le soir c'est moins fort, parce que le soir c'est live. Donc le suivi en direct commenté des matchs. Donc ça c'est globalement le soir ou fin d'après-midi le soir, donc ça c'est beaucoup des contenus gratuits, et le matin c'est les contenus issus du journal, et donc c'est globalement plus des contenus payants. Voilà. Okay. Et voilà, mais on a tout cet enjeu là de comment on arrive pardon, je vais prendre un exemple, un fan d'athlétisme, un fan de voile, un fan même de rugby, le foot étant très dominant, quand même 50% de nos contenus produits c'est du foot. Un fan de ces sports-là, comment il arrive à voir ces contenus ? On a une difficulté, donc on a des projets autour de la personnalisation. Mais le push est un élément pour cibler les fans de ces contenus-là. On sait qu'il a lu un contenu cyclisme, un contenu rugby dans les 3, 4, 5 derniers jours. Ces gens-là, on va leur pusher l'information en disant « Eh oh, en fait, tu l'as peut-être pas vu dans les 10 premiers contenus de la page d'accueil, parce que c'était peut-être pas l'information la plus importante du matin, mais toi, fan de rugby, on pense que c'est intéressant que tu vois cet élément-là. » Donc le push nous permet vraiment aussi d'aller montrer le contenu et toute la richesse du contenu qu'on a. Donc prouver ta légitimité auprès de ceux qui sont que vous avez déjà embasés d'une manière ou d'une autre. Voilà, qui sont déjà consommateurs de nos supports, mais qui sans doute ont peut-être ouvert l'application, ils se sont dit attends, ce matin il y a rien pour moi qui m'intéresse. Ah, mais en fait, il fallait que tu passes un tout petit peu plus de temps. Voilà, donc on a quand même un enjeu de comment on organise mieux nos contenus, parce que comment on transforme un abonné, c'est le contenu. Hein. C'est le contenu. On peut mettre plein de choses autour. Si le contenu est pas adapté à notre futur abonné, et s'il ne plaît pas à notre futur abonné, ça marchera jamais. C'est vraiment le cœur du réacteur, quoi. Tu m'as dit tout à l'heure 70-30 en termes de proportion sur les pages d'accueil. Ouais. Dans ce que tu pushes à un abonné, que ce soit par notification, email ou autre, c'est dans les mêmes proportions ?
Un non-abonné, pardon, excuse-moi. Alors, Ou tu pushes. non, en fait, il y a 2 modes de push. Il y a un push qu'on appelle, on va dire, un push marketing, qui est comment je vais aller recruter de l'abonné. Et après, il y a le push d'info, une information urgente. C'est la rédac qui, dans ses outils, coche envoyer en push. Et entre guillemets, ça envoie à tout le monde. Et donc, en fait, je peux pas te faire de proportion. Ça envoie à tout le monde, qu'il soit abonné ou non. Voilà, mais s'ils ont coché. C'est de l'information sportive, quoi. La France a Ok. battu tel pays, le PSG est qualifié, etc. Donc ça, globalement, c'est géré par la rédaction. Et je pourrais pas te donner de Donc proportion. s'il est parce abonné, que- il peut le lire, et s'il est pas abonné, il tombe sur un paywall. Exactement. Ou le début. Mais d'accord. c'est principalement des contenus gratuits, de l'info Ok. chaude. L'info chaude, c'est des contenus gratuits. Les contenus payants, c'est plus des contenus d'analyse, des contenus de fond, des contenus de rebond sur un événement qui s'est passé. On va expliquer pourquoi ça s'est passé, etc. Donc on est dans deux temporalités un peu différentes. Donc voilà. Donc je pourrais même pas te dire quelle est la part de ce qu'on envoie parce que n'importe quel brève, si tu es abonné au FC Nantes ou au PSG ou à Rafael Nadal, bah tu vas recevoir toutes ces news. Donc en fonction de la proportion de contenu, tu peux recevoir un certain nombre de push ce jour-là. Et peut-être pas du tout de contenu payant, ciblé en fonction de tes centres d'intérêt. Donc voilà, donc il y a pas de proportion, on mesure pas ça comme ça. Vous avez testé dans le passé des paywalls, ça y est, il suffit que j'y pense pour que le terme m'échappe, mais à mettre, nombre d'articles. Non. Method paywall, pardon. Non, là, nous on a toujours été convaincus, notamment au Soit regard du de gratuit, notre soit du structure payant, d'audience, et de notre trafic, etc., que le paywall chez nous fonctionnerait pas. Donc voilà, on est vraiment convaincus de notre stratégie freemium. Ok. Du coup, j'ai reçu ces push, je suis arrivé sur l'application, je tombe sur un paywall, vous avez différentes offres, j'imagine, vous faites des promotions, comment est-ce que... Ouais, alors on a une Quels sont offre, tes apprentissages sur ouais, le- bien sûr, il y a 2 ans, on a arrêté déjà la vente à l'acte d'articles. Pourquoi ? Parce qu'on se rendait compte que ça transformait pas. En fait, l'idée de base était de dire, bah, on va le faire un peu consommer de temps en temps. Il va pouvoir consommer, il va pouvoir voir la richesse et la qualité du contenu qu'on peut avoir quand on est abonné. Et en fait, bah, il y en avait très très peu qui passaient abonnés. Il y en avait beaucoup qui continuaient à acheter à l'acte régulièrement, mais ils passaient pas abonnés. Et surtout, on a vu un vrai effet. On a vu un plus 20% aux prises d'abonnement du jour au lendemain où on a arrêté les ventes à l'acte d'articles. On l'a gardé pour le PDF, pour le journal, parce qu'on pense que ça, on peut pas se le couper. C'est un peu une habitude historique de l'équipe qui est, j'ai vu un match, je vais voir un match demain. Un peu comme en kiosque, j'ai le droit de l'acheter seul, je suis pas obligé de m'abonner. Donc pour l'instant, ça, on l'a toujours conservé pour le PDF, mais pour les articles, on l'a arrêté pour passer à l'abonnement. Donc déjà, ça a été déjà une première évolution de notre offre. Non, mais en plus, pour l'avoir fait un peu dans le passé, c'est pas rocket science, mais c'est toujours un peu complexe, je trouve, cet achat à l'acte, Ouais, bien de sûr. retrouver d'une device à l'autre, de savoir que t'as acheté cet article, de le retrouver quand t'as effacé ton historique, j'en sais rien, c'est... Ah ouais, exactement. Et on avait aussi des packs de 10 où tu peux acheter 10 articles d'un coup. Voilà, ou Ok. là, un peu un mode Ouais. jeton, comme j'ai un peu historiquement ce qu'on avait avec le journal. Je peux choisir les articles que je débloque ou je débloque pas. Donc ça, vous avez complètement arrêté. Ça, on a Maintenant, complètement c'est arrêté. que de C'est l'abo. Que de l'abonnement. Avec au départ, pendant longtemps, on était à 0€ le premier mois, puis 9,99, puis 11,99 même si je 0 reviens, € avec empreinte de carte. avec empreinte de carte. Ok. Et on est passé à 1€, puis 9,99 depuis 1 an et demi. Donc 1 € le premier mois. Il n'y a plus de gratuité le premier mois. Et on a vu notamment un meilleur effet de churn à la fin du premier mois. En gros, notre conclusion, c'est qu'à partir du moment où la personne paye, et déjà quelque chose, même une modique somme comme 1€, eh ben, elle est déjà dans un acte d'achat plus fort, et donc il y a plus de chances qu'elle reste le mois suivant, contrairement aux 0€, où on avait encore une perte plus forte Ouais, perte plus forte. au deuxième mois. Mais même cette modique d'1€, ça nous a permis de mieux les garder, et ça n'a pas eu d'effet sur l'acquisition. Il n'y a pas eu d'effet particulier sur l'acquisition. Donc voilà. J'ai un premier acte d'achat. C'est intéressant ça. Ouais. Ok. J'ai pas plus de mal à payer. J'ai pas plus de mal à payer 1€, et je suis déjà un peu plus engagé, et voilà, je sais que Tu j'ai réduis déjà ton payé, et je réduis mon churn le second mois. Ok. Donc ça c'est l'offre classique. 1€ le premier mois, puis 9€ ensuite. Ouais, 9,99. Ouais, tout à fait. Vous faites des offres promotionnelles, j'imagine. Ouais, on fait pas mal d'offres promotionnelles. Là, on en a une en ce moment, c'est 1,99€ pendant 6 mois. Donc là, on a beaucoup tâtonné sur les offres promo pour savoir quelle était un peu la meilleure piste. Donc ce qui est intéressant dans ces offres promo longues, c'est donc 2€ pendant 6 mois, c'est qu'on s'est rendu compte que plus l'offre était longue, mieux, plus longtemps l'abonné resterait après et se désabonnerait le plus tard possible. Donc c'est ça qu'on trouve intéressant dans ces offres-là. On avait fait un exemple pendant la Coupe du Monde 2018 où on avait une offre aussi promotionnelle qui était à chaque victoire de l'équipe de France, mon abonnement du mois suivant serait 1€ de moins. Bon, ils ont gagné 7 matchs, donc on est passé de 9,99 à 2,99. Donc ça a été évidemment T'as dit 98 ? J'ai rêvé ?
Non. 2018. 2018, pardon. Oui, 2018. À chaque match, l'offre baissait d'un euro. Voilà, c'est le slogan, c'était gagner avec les Bleus. Si les Bleus gagnaient, tu gagnais également ton abonnement. C'était limité dans le temps. Oui, c'était limité dans le temps. C'est une période de 2 semaines avant qu'on sache que l'équipe de France allait aller loin. Donc c'est tous ceux qui avaient un peu fait le pari que l'équipe de France, en tout cas, irait loin dans la compétition, donc gagnerait un certain nombre de matchs. Non, mais la réduction sur l'abonnement, elle était sur pendant 6 mois. Pendant 6 mois. Voilà, okay. Voilà. Et on se rend compte que c'est tous ces abonnés-là qu'on a eu pendant cette période-là, qui était une période assez particulière, assez occasionnelle, parce que évidemment, on a plein de fans de foot pendant une Coupe du Monde où la France est performante. On les retrouve plus trop après. C'est des gens qu'on a gardés. Et aujourd'hui, plus un an après, on a encore 80% qui sont toujours abonnés à notre offre d'abonnement. Hyper fidèle. Voilà, très fidèle. Donc là, typiquement, on vient de relancer aujourd'hui, hier, une offre à 1,99 pendant 6 mois, qui va nous amener aussi, on essaie de réfléchir sur nos offres promo à début juin. Et début juin, c'est le début de l'Euro. Et enfin le mois de mai, et donc le début de l'Euro sur lequel tu peux refaire des opérations spéciales. Et voilà, et on fera sans doute pas d'opération spéciale parce qu'on se rend compte que sans doute c'est pas la peine de le faire sur les grands événements. Ok. Voilà. Oui, évidemment. Mais voilà, ce genre d'opération on pourrait le faire, et surtout il va arriver dans une période où il pourrait avoir envie de se désabonner parce qu'il va payer beaucoup plus cher. Mais vu qu'il y a une richesse de contenu qui va être évidemment très forte, on pense que c'est la bonne période aussi. On essaie de calculer que la fin d'offre promo arrive au moment où il y a une actualité très forte. Donc, ce que tu disais il y a il y a quelques minutes, c'est que ton churn est plus faible si l'abonné est resté dans cette offre promotionnelle de découverte, on va dire, plus longtemps. Tout à fait. Et en plus, tu nous as dit aussi que ces offres découvertes et promotionnelles, il n'y a pas besoin qu'elles soient gratuites. Donc, je suis prêt à sortir ma carte bleue. Voilà. Tu me fais une offre long terme pour que je m'habitue. Pourquoi le churn baisse à ton avis ? Ils sont habitués, ils ont oublié, les contenus sont bons en fait, c'est peut-être juste. Je pense que les contenus sont bons, et puis après ça devient une petite routine de lire l'équipe tous les jours en mode abonné, t'es pas bloqué. Je pense que tu t'habitues à ce mode, tout est ouvert, je peux télécharger mon journal, par exemple quand t'es abonné tous les matins, ton journal peut être téléchargé automatiquement. On se reçoit un petit push pour dire ça, et ton journal est prêt, tu peux le lire. Voilà. Quand on aime la presse, quand on aime les contenus, je pense que ça a son effet d'une espèce de routine qui s'installe. Et je suis assez convaincu que c'est ça qui fonctionne. Il y a un overlap entre vos abonnés digitaux et vos abonnés ceux qui achètent le papier. On le connaît pas. On connaît pas nos lecteurs. Ouais, c'est impossible. Papier. Enfin, on a déjà fait des études, mais évidemment, on a fait des études un peu, où on sait que il y a une forte, même nos abonnés numériques peuvent aller acheter le papier parce qu'ils aiment bien quand même de temps en temps aussi avoir le journal en main. Oui, le matin sur une terrasse de café avec son journal d'équipe, c'est presque un rituel. Et en vacances, etc. Okay. Mais il y a quasiment pas de chiffres. Ok. Tu connais ton churn. Est-ce que vous le... Ouais, alors combien de temps reste un abonné ? Aujourd'hui, en moyenne, il reste à peu près un peu plus d'un an, 14 mois. Ok. Voilà. Après, évidemment, c'est sur mon parc global, donc on a quand même une grosse partie qui est assez récente. Donc évidemment, plus on avance dans le temps, plus notre abonné a sa durée de vie qui s'allonge. Et il y en a qui reviennent ? Ouais, alors ça aussi, on a une particularité, je pense, c'est que tu l'évoquais, on est très lié à la saison, très lié à l'actualité. En 2018, j'ai pas de chiffre 2019, mais en 2018, 20% des gens qui se sont abonnés en 2018 avaient déjà été abonnés dans le passé. Voilà. 20% de réabo ou de réabo, de réabo, on peut le dire. Et on le voit, il y en a qui viennent 3 mois, qui arrêtent 3 mois, qui reviennent 3 mois. Ça, on en a un certain nombre. Et c'est un de nos enjeux, c'est comment on les fidélise et comment il n'y a plus cette période de 3 mois. Autre question qu'on se pose, on n'a pas encore la réponse, c'est est-ce qu'il faut que le moyen de se désabonner, est-ce qu'il doit être facilité ou durci ? Comment on se désabonne actuellement ? C'est simple ou compliqué ? Très simple. Très simple. Ok. Non, il faut soit envoyer un email, soit remplir un petit formulaire. Enfin, un formulaire physique ou digital ? Non, digital. Ok. Voilà. Le physique, on le voit dans certains. Ouais, on le voit. Et dans la presse, certains de nos confrères arrivent faut que tu envoies un recommandé pour te désabonner à ton offre numérique. Ce qui est hallucinant. Mais du coup, vous posez quand même la question. Ce qui leur permet de mieux les garder. Après, ils le disent très facilement. Le jour où ils les ont perdus, c'est perdu pour toujours. Donc, je dis pas qu'on se pose la question, on se dit quand même comment cette espèce de saisonnalité, et puis on peut revenir au monde applicatif. Aujourd'hui, sur iOS, tu t'abonnes via les systèmes d'iOS, via les systèmes in-app d'Apple. Il y a zéro friction. C'est en 2 clics, t'es désabonné. Et même on te le rappelle bien, et je pense, il y en a beaucoup qui s'abonnent et puis qui dans la seconde vont tout de suite se désabonner pour être certain que le mois suivant, ils seront pas reconduits. Donc c'est bien parce que on a je pense une relation avec nos clients et nos lecteurs qui est bonne. Ils se rendent compte que c'est facile.
Donc ça nous permet d'être meilleurs en acquisition. Mais d'arriver à les garder plus longtemps sur la durée, on a plus de mal. Ok, je comprends. Clairement. Tu connais le lifetime value de tes utilisateurs, de tes... Ouais, c'est en gros, l'ARPU moyen d'un utilisateur, c'est autour de 7 €. Et donc, 14 mois, on est à peu près autour de 80 €. 7 € d'ARPU. Et vous mettez pas le frein sur les apps. Les apps, clairement, ça vous permet d'avoir un lien rapide, immédiat, très, très, très intime avec vos utilisateurs, malgré les 30%. Malgré les que 30% prennent les plateformes. d'Apple et de Google, où maintenant ils prennent 15% la deuxième année d'abonnement, donc c'est un peu mieux. Mais ouais. Aujourd'hui, on est encore dans une phase parce que pourquoi on fait tout ça à l'équipe, c'est quand même pour transformer le modèle historique et le modèle historique du journal, qui lui structurellement est en baisse. Et on est convaincu qu'il faut qu'on habitue les gens à payer pour du contenu en numérique pour consommer de la presse. Donc, on est dans une stratégie, on veut faire du volume, on veut faire de l'abonné, c'est pour ça qu'on n'hésite pas à faire des offres promotionnelles. On a fait des offres pour les jeunes, par exemple, pour essayer de les habituer à payer pour du contenu que nous, on estime de très grande qualité. Donc, il y a toute cette partie-là où on doit vraiment, comment on arrive à les faire consommer du contenu et que ça soit plus, entre guillemets, une hérésie de payer pour lire un article sur une application mobile. Donc oui, on a plutôt tendance à dire, on veut faire du volume. Voilà, je sais pas, j'ai lu, je crois, ce matin que Netflix arrêtait les prises d'abonnement via les systèmes d'Apple. Donc sur les applications Netflix. Ok, j'ai raté la news. Voilà, mais voilà, après il y en a d'autres qui l'avaient déjà fait avant. Hein. Voilà, eux, ils sont assez matures pour se dire, notre offre est tellement puissante et tellement évidente qu'on peut se passer des systèmes d'Apple. Nous, on pense que pas encore. Pas encore. Même si vous êtes à 15 millions, il y a de VU-, il y a les bassins d'audience, enfin sur lesquels il y a des leviers de croissance sont relativement limités. 15 millions, c'est les sportifs en France, non? Je sais pas. Oui, en gros, non. Personne ne vous découvre. Non, nous, quand on fait des mesures avec les données de médiamétrie, en gros, on a une personne sur deux par mois qui s'informe sur l'actualité sportive, on va dire, de qualité. Donc, ça peut être une brève sur le monde. Hein. Il y en a un sur deux qui consomme l'équipe. Ok. Donc, on a quand même déjà un taux de pénétration du marché qui est quand même qui est énorme. Donc, c'est certain, on fera pas 25 millions de visiteurs uniques demain. Mais c'est comment ces 15 millions-là, ils sont fidèles. Bon, ça, globalement, ils le sont. Mais comment on arrive à mieux les monétiser, soit par la pub. C'est ça, tes enjeux, c'est monétiser l'existant. Ouais, je suis pas là pour dire on va faire plus d'audience, parce que plus d'audience, ça peut être un peu pour la pub. Même si aujourd'hui, c'est pas le critère numéro 1. Donc, Dans les parcours utilisateurs sur les apps et le site, tu sais où se trouvent les frictions? Principalement l'étape de paiement aujourd'hui. Qui est seamless, sans accroc, je sais pas comment traduire ça en français, mais sur les apps. Qui est exactement sur les apps, tu n'as juste à mettre ton mot de passe. Sur iOS, c'est vraiment sans aucune friction. Sur Android, t'as pas l'obligation de mettre ta carte bleue à la création de ton compte. Donc voilà, c'est un petit peu moins le cas. Voilà, et sur le web, là où on a la meilleure valeur par abonné, c'est quand même 1, 2, 3 écrans. C'est un peu moins rapide que sur Apple. Enfin voilà, il y a quand même ces sujets-là. On a un taux de transfo de 0,8 entre la personne qui arrive sur la page d'offre et la personne qui s'abonne, donc 0,8%. C'est plutôt un bon chiffre, mais voilà, il y a quand même des enjeux très importants là-dessus. Il y a une personne sur 100, un peu moins, qui arrive sur la page d'offre, donc pour se renseigner sur les abos, et qui s'abonne. Qui s'abonne, pardon. Ouais, tout à fait. Ok. Et là-dessus, j'imagine que il y a un énorme travail d'optimisation. Ah ouais, énorme, permanent, des tests permanents qu'on fait pour optimiser les messages, pour optimiser la manière de présenter la création du compte, pour optimiser la manière de présenter le formulaire de paiement, etc., etc. Ok. Voilà. Après, quand on a fait plein de tests, on arrive un peu à une voilà, on peut toujours s'améliorer, mais ça devient difficile, ça devient compliqué. Moi, je pense que c'est là où on travaille le plus, c'est quand même plutôt dans la mise en avant de l'abonnement, mise en avant des arguments. De temps en temps, ça va être le journal, de temps en temps, ça va être les articles en illimité. Enfin voilà, c'est là-dessus qu'on joue. On joue aussi quand même beaucoup pour les emmener sur cette landing page. Donc voilà, cette page d'offres où c'est comment on va présenter notre offre. Ça, on y travaille beaucoup. Donc des encarts qui sont présents sur la page d'accueil du site. Donc ça, on y travaille beaucoup. Là, on a lancé une nouvelle version du site, donc je l'évoquais tout à l'heure, Progressive Web App. Ça nous a permis de refaire un peu tout notre système numérique au mois de juin dernier. Voilà, on a beaucoup optimisé comment les gens vont plus voir le journal. On se rend compte que le journal, ça reste encore un gros vecteur de prise d'abonnement. Comment les gens qui sont fans de certaines rubriques... Quand tu dis le journal, le PDF. Le PDF. Oui. Voilà, c'est comment on a maximisé la mise en avant du kiosque, dans lequel tu peux retrouver tous nos différents titres. Donc
principalement l'équipe, mais également France Football, etc. Comment on le met mieux en avant, qu'on génère plus de trafic sur cet environnement-là, et ça nous génère plus d'abonnements. Donc il y a tout ce travail-là qu'on essaye de faire. On a fait un autre travail, j'évoquais tout à l'heure la richesse de notre contenu. Comment on permet aussi à un abonné ou un non-abonné plutôt d'aller, il est fan de cyclisme, d'aller plus rapidement dans sa rubrique cyclisme pour découvrir tous les contenus qu'on peut proposer. Voilà. Donc toutes ces choses-là avec un objectif, c'est comment je maximise entre guillemets les passages sur la page d'abonnement d'offres pour derrière mieux les transformer. Ok. Donc la mise en avant du contenu, la mise en avant de l'offre est vraiment clé. Et mais là-dessus, on n'a vraiment pas fini, on a encore plein de choses à faire. Tu serais très intéressant. On parlait tout à l'heure, peut-être dernier point que je voulais aborder, mais vous avez une grosse partie de votre business qui est liée à la pub. Est-ce que le RGPD, la gestion des cookies, est-ce qu'il y a eu une évolution depuis 2 ans? Est-ce que tu le ressens? Oui, il y a eu une évolution. Alors encore le RGPD, on n'est pas encore en plein dedans, parce que notamment pour les sites médias, enfin on est en plein dedans, mais toutes les réglementations que va nous imposer la CNIL, ça arrive encore dans quelques mois, où on n'a plus le droit de poser de cookies, même à la première, avant même que la personne ait commencé à scroller ou cliquer sur la page, etc. Donc on est encore dans cette période de moratoire, où on fait un peu encore ce qu'on veut, mais tout ça va changer. Donc globalement, on est assez convaincu que la relation avec le lecteur, on est en train de la perdre, qui était principalement le cookie, enfin le lien qu'on avait avec eux. Donc on a un enjeu très fort de passer à un environnement logué. Ce qu'ont très bien réussi les 2 acteurs qui trustent aujourd'hui à 80% de la pub digitale, qui sont Google et Facebook, dans un environnement 100% logué ou quasiment pour Google. Donc nous, on a un enjeu site média d'être dans un environnement logué. Et là, j'ai pu prendre ma casquette de vice-président du GEST. Donc, c'est quoi le GEST? Association d'éditeurs et de services en ligne. Okay. Donc voilà, qui dépasse, qui est à la fois de la télé, de la radio, de la presse et des services. Ce qu'on s'est dit, c'est comment on peut ensemble essayer d'améliorer et d'être avec le moins de friction pour l'utilisateur pour l'inciter à se créer un compte. Donc on va lancer là dans quelques semaines, au plus tard début 2020, ce qu'on appelle nous dans notre jargon le login unique des sites des médias qu'on a. Donc ça c'est porté par le GEST, c'est ça? Le GEST a été l'initiateur de ce projet, a essayé de fédérer le maximum de monde autour de ce projet-là, autour de sites de contenu, de sites médias. Donc on a créé une association, donc on a développé une solution technique qui va permettre demain, le projet s'appelle Pass Média, son nom commercial, c'est Pass Média, et qui va permettre à un utilisateur, quand il se crée un compte sur un site, par exemple, il arrive sur le site de l'équipe, on va l'inviter à se créer un compte, par exemple, pour s'abonner à ses alertes favoris de son club favori. Il va se créer un compte, il va le créer avec Pass Média, il va donner son accord pour que si jamais il visite des sites membres de cette alliance Pass Média, il soit également logué et pouvoir naviguer sans friction sur ces sites-là. Et donc après, il ira sur le site du Figaro et là, automatiquement, il sera logué. Il pourra, via un opt-out, dire non, je ne veux pas me loguer sur le Figaro. Il aura toujours cette possibilité-là. Et voilà, donc il passera d'un site à un autre. Sorte de single sign-on. Exactement, de SSO, site média français. Et il y a combien de destinations dans combien de groupes médias? Alors il y a 11 groupes médias qui sont fondateurs de cette association. Ça représente à peu près une centaine de sites. C'est 80% de l'audience française, donc 80% des internautes français chaque mois passent au moins par un de ces sites-là. Voilà, donc on a à la fois des télés comme M6, le groupe M6, on a des radios avec Radio France ou Europe 1, on a évidemment la presse, l'équipe, le Figaro, le groupe Next. Enfin voilà, on a un peu tout le monde qui est représenté. Pourquoi est-ce que je ferais ça plutôt qu'un Facebook Connect? Enfin, c'est pas compliqué de faire un Facebook Connect sur des sites. Facebook ou Google ou autre, mais... C'est notamment t'as juste besoin de le faire une fois. Parce qu'un Facebook Connect, sur chaque site, tu vas devoir recliquer sur le bouton, remettre ton mot de passe, ou en tout cas valider ton mot de passe s'il est mis en pointillé. Donc voilà, c'est ça le principal atout pour l'utilisateur. Et quelle information est échangée entre 2 sites? Juste l'identifiant de connexion, donc il y a l'email. Uniquement un email. Uniquement l'email. D'accord. Donc mes informations, paramètres de compte, préférences, historique de navigation. Ça, après, c'est à chacun de faire son CRM, à chacun de développer son CRM. Nous, on va évidemment beaucoup plus enregistrer de choses sur son sport favori. Voilà. Au Figaro, ils vont demander quels sont ses revenus, je sais pas quoi, son patrimoine immobilier. Enfin voilà, ce genre de choses. Chacun a un peu ses questions qu'il veut poser et enrichir pour sa base de données. C'est intéressant parce que donc ton métier, toi, surtout avec RGPD qui va se durcir, c'est de ton tunnel en fait, c'est visiteur anonyme, visiteur logué et donc sur lequel tu peux commencer à faire que t'es en basé, sur lequel tu peux commencer à travailler, puis visiteur payant, enfin abonné payant. Ouais, exactement. Et donc ça permet de limiter les frictions à la première étape, c'est ça?
Donc j'arrive sur le site de l'équipe, on me dit vous êtes bien Laurent Crête, Laurent K, est-ce que vous acceptez de... Ok. Et pourquoi on le fait? Évidemment, c'est pour demain pouvoir avoir une data plus qualifiée, notamment pour la pub. C'est un élément. Mais si on revient à notre sujet du payant et on va dire du e-commerce, c'est comment demain, avec le login, j'aurai ton historique de navigation qui sera beaucoup plus fiable, qui sera cross-device. Et je vais pouvoir proposer, on évoquait tout à l'heure comment le fan de cyclisme ou le fan de voile, on arrive à lui mettre en avant son contenu. Donc tout notre projet, on évoquait la data au début de notre échange, c'est que toute cette data-là également, évidemment on la stocke, et demain, on va se dire là, on est mardi après-midi, l'actu est pas très forte, on va décider qu'on sait que tu es fan de voile, que c'est vraiment ton sport favori, tu rates pas un contenu de voile, on va te pousser un contenu de voile en une du site. Ce qui est, entre guillemets, la hiérarchie de l'information ne le demande pas, ne le nécessite pas. Mais on pense que cet après-midi, entre guillemets, l'information qu'on met aujourd'hui en une, que la rédaction choisit de mettre en une, elle n'a pas une valeur incroyable. Mais que toi, tu es fan de voile, on sait que tu vas venir cet après-midi, on a un contenu intéressant sur la voile, on va te le pousser. Donc tout notre enjeu autour du login, pourquoi on le fait également pour la partie payante, pour la partie abonnée, c'est l'expérientiel. C'est vraiment la personnalisation qui n'est pas la personnalisation où tu vas choisir tes sports favoris. Globalement, on n'y croit pas trop. Et d'expérience, on a fait des tests. Les gens, ils cochent 3/4 des sports parce qu'ils ont peur de rater quelque chose. Mais on va essayer de mieux organiser la page d'accueil pour te mettre en avant les thématiques et les contenus que tu préfères. Voilà, ça peut paraître assez évident, mais dans le monde de la presse, pas grand monde fait ça. Non, effectivement. En cross-device, on sait que tu as déjà lu ce contenu sur le desktop, tu es au bureau, tu l'as déjà lu. On va arrêter de te le pousser pendant 4 heures sur le mobile, parce que tu l'as déjà lu et qu'il n'y a pas une nécessité de continuer à te le mettre en avant. Donc on arrivera sans doute demain, dans combien de temps, je sais pas, mais ça va prendre du temps, en gros une page d'accueil différente par utilisateur sur l'équipe. Et ça, le login nous permet de le faire en cross-device. Et ça nous permet d'avoir une data qu'on peut suivre, traquer en fonction des différents supports. Et ce qui est aussi un enjeu, mais là on sort de l'équipe, on sort du e-commerce, mais on en parlait nous avec d'autres acteurs, c'est d'arriver à plugger les comportements de lecteurs anonymes ou logués mais gratuits sur des comportements d'abonnés qui ont payé pour pouvoir pousser les offres au bon moment. Exactement. Et me faire entrer dans... Mais bon, là, c'est de l'intelligence artificielle. On pourrait faire toute une série de podcasts sur le sujet d'ailleurs. Et après, donc il y a les contenus, mais il y a également aussi deux scores qu'on est en train de calculer. Donc l'appétence à devenir abonné. Parce que typiquement, aujourd'hui, un matin, tu peux arriver sur la home de l'équipe, tu peux avoir 5 contenus abonnés mis en avant en première position. C'est un peu trop, mais bon, voilà, la rédac, c'est compliqué pour eux de choisir. Par exemple, on sait, toi, Laurent, que tu t'abonneras jamais. Mais de temps en temps, t'aimes bien venir sur l'équipe. Et ça commence un peu à t'embêter de voir que du contenu payant. Donc, peut-être qu'à toi, on va moins te mettre de contenu payant, mais pour mieux te fidéliser en gratuit. Et à l'inverse, plusieurs fois, t'as été tenté, t'es allé sur la page d'offres, t'as commencé à regarder si jamais... tiens, je vais peut-être m'abonner, t'as hésité, t'es reparti, du lèche-vitrine, quoi. Voilà, toi, on sait que t'es appétant, que t'es pas loin de basculer, toi, on va sans doute te pousser le bon contenu abonné au bon moment, etc. Ça, c'est le premier élément sur l'acquisition. Et après aussi sur le score de fragilité, on a appelé ça comme ça, il y a peut-être un terme anglais. Score de fragilité? Ouais, de fragilité de l'abonné. Sa fragilité à bientôt nous quitter en fonction de son comportement. C'est le churn, ça. Donc, c'est avant le churn, en fait. Tu viens moins souvent, tu consommes moins d'articles. Qu'est-ce qui se passe les quelques derniers mois avant le 14e, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe et comment on arrive à te retenir en te faisant peut-être une offre ou en essayant d'interagir avec toi pour essayer de te faire rester par la suite. Donc voilà, on a un score d'appétence et un score de fragilité que la data et que la personnalisation qu'on souhaite mettre en œuvre là, dans les prochains mois. C'est des gros projets, ça fait 1 an qu'on est dessus et on va vraiment commencer à le matérialiser en 2020. Pour terminer et pour comprendre, vous êtes combien dans tes équipes ou dans les équipes data Alors, dans les digitales, équipes hors rédaction, c'est à peu près 80 personnes. 80 personnes au numérique, à l'équipe, avec entre 30 et 40 à la partie techos, enfin les devs. Et après, marketing produit une dizaine, marketing acquisition fidélisation une dizaine, data une dizaine également, et après... une dizaine de personnes à la data. Ouais, okay. Ouais, 8, pour être précis, tout à fait. Et je ne suis pas sûr d'avoir posé la question, mais on a commencé cet entretien il y a 1 heure, donc j'ai peut-être oublié. La part de revenus qui vient du digital, par rapport à l'ensemble, est-ce que vous communiquez dessus ou pas? Ouais, enfin, il n'y a pas de... Ouais, ça reste... C'est 30%. Le digital génère 30% des revenus aujourd'hui. Enfin, du chiffre d'affaires du groupe. Du chiffre d'affaires du groupe. Et quand je dis digital, c'est donc les abonnements, les abonnements et les distributeurs et la pub. Ouais, okay. Exactement. Et donc, c'est sûr que le journal, le papier, fait encore 50% du chiffre d'affaires.
Et le reste ? C'est la télé. Ok. Voilà, la pub, c'est la télé. Emmanuel, on a fait un grand tour. Je te remercie énormément parce que tu as été très, très généreux une fois de plus. Alors ça, c'est une habitude des invités du panier, donc c'est très cool, mais d'être généreux en chiffres et ça nous permet vraiment de bien cerner, comprendre les mécaniques, les articulations. Merci énormément pour ton temps. Merci beaucoup, c'était très sympa. Et merci à vous pour votre fidélité, puisqu'on est bientôt une vingtaine de milliers, je crois, par mois à écouter. Enfin, vous êtes bientôt une vingtaine de milliers par mois à écouter ce podcast à date. C'est très, très, très cool. Merci beaucoup. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causavostra.com. À bientôt.